Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales de la TNT. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Les taxis ralentis par le coronavirus. Les professionnels du secteur sont fortement impactés par le recours au télétravail et la baisse du nombre de courses. Ils se félicitent donc de la fin des restrictions. Reportage à suivre à Saint-Étienne avec TL7, la télévision de la Loire. Elles aussi comptent bien profiter de la levée de toutes les mesures liées à la pandémie. Les stations d'hiver, elles se préparent en ce début de vacances pour un mois de février bien rempli, comme nous le montrera la chaîne 8 Mont-Blanc, en Savoie, vous verrez. Un polo modernisé et adieu la casquette, la police nationale sera bientôt équipée d'un nouvel uniforme. Après la célèbre marque Balenciaga il y a 20 ans, ce sont aujourd'hui des étudiants qui ont conçu la nouvelle tenue. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a rencontré quelques-uns de ses créateurs encore en formation. À la fin de ce journal, nous irons à Monaco où s'est tenu un match pour la bonne cause. D'anciennes stars du ballon rond se sont affrontées avec le sourire, vous verrez, pour récolter des fonds dans la lutte contre le virus HIV. On débute donc ce journal avec cette bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, la levée de nombreuses restrictions liées au Covid-19. Depuis mercredi, fini le masque en extérieur ou les jauges dans les enceintes sportives. Le télétravail, quant à lui, n'est plus obligatoire mais recommandé. Un changement qui profite notamment, vous allez le voir, pour les taxis. En effet, à cause du télétravail, certains chauffeurs ne réalisent plus que 50% de leurs courses et regrettent même la période du confinement et les aides de l'État. Alors pour se relancer, les professionnels attendent aussi avec impatience la réouverture des discothèques prévue le 16 février prochain. Reportage à Saint-Étienne d'Adrien Blétry pour la chaîne TL7. Regardez. 11h ce matin à la gare de Châteaucreux et les taxis sont totalement à l'arrêt. Ils ont appris à patienter depuis l'obligation du télétravail. Le coup de massue pour les taxis stéphanois et d'ailleurs également. Hein. C'est le pire en fait. Depuis ce télétravail, c'est le pire. On n'a jamais connu ça. Hein. Actuellement, j'ai des attentes en station de 2 heures tout à l'heure à l'hôpital Nord de Saint-Étienne pour avoir une petite course parfois. Parfois, ça peut être une grosse, mais il y a beaucoup moins de médical également. Donc en fait, on est dans l'attente. Obligé de prendre son mal en patience quand on voit son nombre de courses fortement impacté. Avant, j'ai envie de dire entre 20 et 25 courses par jour, à peu près. Aujourd'hui, je dois être à beaucoup, quasi la moitié, on va dire. Il faut bien manger, hein, donc on est là, on attend. Et même si la levée des restrictions va aider les taxis à retrouver du travail, il faut tenir bon en attendant et s'adapter. C'est plus difficile à l'heure actuelle que lors du premier confinement. Pourtant très dur puisqu'on avait les aides de l'État. Là on n'a rien du tout donc c'est beaucoup plus dur. Et puis la date du 16 février est attendue avec impatience. Les courses vont augmenter grâce à la réouverture des boîtes de nuit. L'autre grande actualité en France cette semaine, c'est la crise de confiance envers les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Une crise suite aux révélations effrayantes du livre Les Fossoyeurs concernant la gestion du groupe privé Orpea. Le gouvernement a notamment annoncé l'ouverture de 2 enquêtes cette semaine. Pour autant, tout n'est pas si noir dans la gestion des établissements. À Limoges, vous allez le voir, la ville vient d'organiser le déménagement de son centre communal d'action sociale. Un nouvel établissement fonctionnel qui accueille désormais professionnels et hébergés. Un reportage d'Alain Druot pour 7 à Limoges sur place. C'est le grand jour pour les résidents et le personnel de l'EHPAD Marcel Faure. En une journée, tout le monde quitte l'ex-maison de retraite pour s'installer dans un nouveau bâtiment conçu aux dernières normes d'accueil et de technologie. Plus de 100 personnes âgées déménagent. Alors, ça y est, c'est le grand départ. Ça va changer le cadre architectural déjà, hein, un bâtiment plus vaste, plus clair, plus lumineux, des couloirs où il fait bon circuler. Les résidents vont trouver une chambre du coup plus colorée, hein, avec une salle de bain contenant une douche, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis des espaces de convivialité qui n'existent pas à l'heure actuelle. Une partie des 100 résidents déménagés particulièrement observée par l'équipe soignante pour éviter toute impression de malaise avec la perte des repères habituels. Il y a eu des préparations en amont avec des visites, aussi bien pour les résidents dans la mesure du possible et les familles, élément extrêmement important dans ce déménagement.
Et on a mis en place un protocole en cas de désorientation importante du sujet âgé pour que l'infirmière ne soit pas démunie vis-à-vis d'une situation un peu compliquée d'un résident qui serait perdu. Vaste mais adapté, le nouveau site a été pensé pour le confort des résidents et la qualité de vie au travail. Alors ce qui change déjà la capacité d'accueil, bien évidemment, puisqu'on a 16 places de plus, mais on a surtout 2 étages de moins, donc une certaine rationalisation, je dirais, des déplacements des agents, des familles et des résidents. Et puis on a surtout un établissement qui est pensé pour accueillir une personne âgée aujourd'hui au sens où on l'entend. Voilà, et puis Nadia Hay était l'invitée de Face au territoire ce jeudi sur TV5 Monde. La ministre déléguée chargée de la ville, ancienne députée de Trappes, a notamment été interrogée par Azoterac depuis le siège de la Provence à Marseille. Azoterac, c'est un fighter de MMA qui travaille pour la réinsertion des jeunes grâce à son sport. Il l'a notamment interpellée sur les difficultés rencontrées par de nombreux jeunes dans les quartiers. Une question qui fait suite à la nouvelle fusillade survenue mercredi soir à Marseille et qui a causé un mort et fait un blessé. Regardez. Azoterac, qui est un champion de MMA, de sport de combat, qui est un Marseillais, qui est un habitant des quartiers. Il a failli tourner mal. Son frère a été assassiné devant lui. Il a tourné mieux, tourné bien. Il a réalisé au moment de ce drame que sa vie ne pouvait pas aller dans ce sens. Et c'est grâce au sport. Et il y a une question à vous poser depuis Marseille, Azoterac. Je travaille dans l'éducation populaire et en particulier dans la prévention, et j'aide les jeunes à se réinsérer avec le sport de combat. Et la question que j'aimerais bien vous poser, Madame la Ministre, c'est que diriez-vous à ces jeunes-là pour pouvoir les motiver, ces jeunes qui n'ont pas d'objectif, et à cause de ça, ils se tournent vers des choses pas très bonnes pour eux. D'abord, bonjour Azoterac et merci pour cette question. Ce que j'ai envie de répondre à ces jeunes, c'est qu'il n'y a pas de fatalité aujourd'hui dans notre pays. Qu'au XXIe siècle, en France, on peut réussir. On peut réussir si on suit cette voie républicaine, cette offre républicaine. Et pour cela, nous multiplions les moyens. Nous multiplions les moyens sur la prévention. Et j'ai été vraiment ravie d'entendre ce mot de prévention, parce que c'est une politique que nous avons trop souvent écartée pour remettre dans le droit, finalement, raccrocher certains jeunes qui sont en marge de la société à ce qui fait société. Et donc, nous multiplions les moyens en matière de prévention, un soutien massif aux associations. Nous redéployons des éducateurs et des médiateurs aussi formés à la prévention spécialisée. Donc, pas de fatalité. C'est le message que j'ai adressé à ces jeunes. La République, elle est là et elle va justement vous aider, vous accompagner à la réussite. Voilà, et puis dans l'actualité, la tendance ne vous aura sûrement pas échappé lors de vos achats. Les prix de certains biens connaissent une forte augmentation ces dernières semaines. Faire son marché sans trop dépenser est devenu un véritable casse-tête pour les consommateurs. En Martinique, fruits et légumes ont vu leur prix s'envoler. La raison, un climat chaud et des produits qui deviennent de plus en plus rares. Un coup dur pour les clients, mais aussi pour les marchands qui doivent s'adapter aux tarifs des producteurs. Écoutez ces quelques réactions au micro de Loïc Régis, de la rédaction de Via TV sur place. Oui, j'ai vu une grosse différence. Et d'à peu près 5 € en tout sur un panier quand on fait nos achats ici, oui. La différence est des fois de 25 à 35 €. En fait, il fait très chaud dans les champs et les produits s'abîment. Donc, les prix se répercute sur les prix au niveau du marché. De la Martinique aux montagnes enneigées de Savoie dans ce grand JT des territoires. Les vacances scolaires d'hiver débutent ce week-end pour une grande partie des écoliers. Un moment de la saison évidemment attendu dans les stations de ski françaises qui profiteront de la levée des restrictions sanitaires. C'est le cas par exemple de la petite station de Combloux en Haute-Savoie où les chiffres s'annoncent déjà très positifs. Un reportage d'Emmanuel Jaune pour la rédaction locale de 8 Mont-Blanc. Regardez. Si les pistes de Combloux se partagent aujourd'hui aisément entre les quelques skieurs présents, l'ambiance va radicalement changer dans quelques jours. Avec le début des vacances d'hiver, les touristes sont attendus en nombre dès ce vendredi 4 février, remplissant presque entièrement les quelques 4100 lits touristiques du village.
On va osciller autour de 82% sur la première semaine, 82 à 85. On a encore des réservations de dernière minute qui sont en train de se faire. La situation sanitaire a quand même raccourci le délai de choix des vacances des vacanciers. Et puis sur le reste de la période, on va osciller entre 70 et 80%, sachant que les 2 dernières semaines sont un tout petit peu moins bien remplies que les 2 premières. Face au Mont Blanc, les commerçants et hébergeurs Combloran ont donc le sourire. Car pour de nombreuses structures, l'essentiel du chiffre d'affaires de la saison se joue sur ces quelques semaines, qui s'annoncent d'ores et déjà chargées. Et là, on est plein pour les vacances de février. Il reste encore quelques petites dispos en semaine, mais bon, oui, voilà, c'est de bon augure, disons. Bon, on a eu quelques annulations, mais pas plus que ça finalement, parce qu'on a une clientèle plutôt française, nous, dans cet hôtel. Et on n'a pas vraiment ressenti les effets du Covid, et on ressent que les gens ont besoin de sortir, de s'évader et de prendre du bon temps. Une tendance qui se confirme auprès de nombreuses autres destinations montagnardes. En effet, l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc estime à 77% le taux de remplissage moyen des stations sur nos 2 départements et sur l'ensemble de ces vacances scolaires. Voilà, et puis ce week-end marque aussi l'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. 2 semaines de compétition qui verront s'affronter les meilleurs athlètes du monde entier. Mais avant de devenir champion olympique, encore faut-il débuter, faire ses premiers pas sur les skis. Alors pour cela, rien de mieux que quelques pistes vertes sécurisées. Nous nous sommes rendus dans les Vosges, à la station de ski de la Choulte, qui est appréciée des débutants pour son cadre et pour son calme. Reportage en pente douce d'Anaïs Gall pour Vosges Télévisions. Regardez. À 1200 mètres d'altitude, niché au cœur de la forêt vosgienne, il est un petit domaine qui fait le bonheur des débutants. À la station de ski de la Chlourte, pas besoin de faire la queue pour monter sur le télésiège. Les pistes sont bien larges et assez peu fréquentées. Un cadre idéal pour s'essayer en douceur au sport d'hiver. Ici, on a 2 pistes bleues qui sont en fait adaptées aux débutants, aux familles. Ils cherchent un petit peu plus de tranquillité, des pistes faciles. Avec ses 600 mètres de piste et une affluence qui ne dépasse pas 800 visiteurs lors des plus grosses journées, quand le domaine de la Bresse en fait plus de 10 000, la station de la Chlourte semble en effet rassurer les skieurs, comme une première étape avant d'entamer la saison. C'est assez calme, ça fait quelques années qu'on a pu skier, alors c'est histoire de reprendre un peu. Je trouve que c'est l'idéal pour apprendre, il n'y a pas trop de monde et puis c'est toujours agréable. Les enfants adorent venir ici parce qu'ils vont faire un petit tour dans la forêt, voilà. Et c'est aussi ça qui fait l'attractivité du domaine, sa situation géographique. C'est aussi un point de départ pour les randonnées en raquette, le ski de fond, qui est présent du côté des Trois Fours et du côté en allant sur le lac Blanc là-bas. C'est assez prisé par tout ce qui est randonnée nordique, choses comme ça. Sans parler des réaménagements dont le col a fait l'objet depuis 2 ans, avec le nouvel espace de parking et le chalet Tétra 1139 qui sont de vraies plus-values pour l'activité touristique. Pour profiter de la poudreuse à la Chlourte, comptez 16,50 € par adulte le forfait à la journée avec possibilité de louer son matériel au pied des pistes. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Voilà, et puis dans l'actualité, sous l'eau, une triste montagne de déchets. Vous allez le voir à Montpellier, plusieurs associations locales ont organisé une collecte de déchets sur les rives de l'étang du Méjean. Ce site pourtant protégé et classé réserve Natura 2000 n'en reste pas moins pollué par de nombreux résidus en tout genre. Bilan, un triste spectacle qui aura permis au moins de sensibiliser quelques passants. Reportage de Wamo Linsley de la rédaction de Via Occitanie sur place. C'est un spectacle de désolation. À Montpellier, une centaine de bénévoles découvrent avec horreur que le Méjean, un étang classé réserve Natura 2000, regorge de déchets. Poubelles, bouteilles de gaz, roues. Pour ces kayakistes et ces plongeurs bénévoles aujourd'hui, c'est la stupeur. Il y a une espèce de gros matelas à aller chercher, mais il faut qu'on y aille à plusieurs kayaks. Il y a 2 poulets aussi. C'est impressionnant. C'est impressionnant, je n'attendais pas à trouver autant de pneus, de bouteilles de gaz, des choses, franchement, c'est triste quand même. Des déchets venus tout droit du Lez. Même au bord de l'eau, il ne faut que quelques minutes pour trouver l'un des déchets les plus dévastateurs. Le sac, il est principalement constitué de polystyrène en fait. Et c'est vraiment horrible parce que en fait, ça se démultiplie en des milliards de nanoparticules, donc c'est très polluant. Derrière cette action, Greenpeace, rejoint par 4 autres associations.
Pour sensibiliser le public, ils vont jusqu'à exposer leur récolte sur ce pan à la vue des promeneurs stupéfaits. Je suis très étonné d'y en avoir autant. Je ne pensais pas que c'était possible qu'il y ait autant d'ordures dans les étangs. Une sensibilisation que Greenpeace souhaite intensifier dans les écoles. C'est donc à travers cette pétition destinée aux institutions que l'association espère trouver gain de cause. Les réduire à la source, c'est quand même la base. C'est hyper important de réfléchir à encore plus, aller plus loin dans la réduction des déchets à la source. On voit encore aujourd'hui des magasins qui ne demandent pas si on veut un emballage ou pas. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire. Une pétition disponible sur le site internet Greenpeace Montpellier. Les opérations de ce type sont appelées à être renouvelées tous les 2 mois dans la ville. Voilà, et puis en Corse, le déploiement de la fibre optique se poursuit dans les territoires ruraux et de montagne. Pour répondre aux questions de la population, les opérateurs n'hésitent pas à se déplacer avec un bus itinérant dans les communes connectées pour renseigner les usagers. À bord du camion, des techniciens répondent aux problèmes rencontrés, parfois lors de l'installation. Exemple dans le village de Parazo, à quelques encablures de l'île Rousse, propos recueillis par Pierre Pasqualini et Noah Teillac de la chaîne locale via Télé Paese. Les problèmes, bien évidemment, ils sont liés souvent à des problèmes d'adressage. C'est-à-dire que dans les communes, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de numéro, rien du tout. Donc c'est un peu compliqué des fois d'arriver à trouver nos propres clients quand l'adressage n'est pas fait. C'est pour ça que la collectivité de Corse s'est lancée dans un programme pour aider les communes à réaliser leur propre adressage avec un numéro, un nom de voie, en plus en favorisant la langue corse et en mettant un point de géolocalisation sur toutes les maisons. On a des micro-entreprises qui travaillent et en télétravail et qui ont besoin de haut débit pour leur facturation, pour leur devis et compagnie. C'est vrai qu'eux, ça va les aider. Après, nous, on a une poste communale. Elle a des produits qui, eux aussi, auraient besoin d'un bon débit. Et même pour eux, ça va être bien. Voilà, sans transition, les agents de la police nationale seront bientôt revêtus d'un nouvel uniforme. Vous l'avez vu dans les titres de ce journal. Une première depuis 20 ans et après le dernier design conçu par la célèbre maison Balenciaga. Ce sont des étudiants d'écoles de mode et de design qui ont repensé la nouvelle tenue de la police, vous allez le voir. Parmi eux, une école bordelaise, une fierté évidemment pour les étudiants et les enseignants. Reportage d'Amandine Bretos pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Dès le premier semestre 2022, les policiers seront vêtus d'un nouvel uniforme, imaginé et dessiné notamment par 24 étudiants de cette école de mode bordelaise. Du confort principalement, comme ils vont sur le terrain, quelque chose de solide, donc ils ont beaucoup de gilets, donc avec le frottement, etc., il ne faut pas que ça s'use, quelque chose de respirant, donc toujours avec le fait d'être sur le terrain, de courir, d'être en mouvement. Avec une école de Poitiers, ils ont remporté un appel à projet lancé par le ministère de l'Intérieur. Le polo et le couvre-chef ont ainsi été repensés ici avec pour mission de rapprocher la police du citoyen grâce à une tenue moderne et adaptée au terrain. On a joué sur les coupes du polo. En fait, on allait chercher les tendances que nous, on pouvait porter en tant que citoyens pour les adapter à eux. Les couleurs aussi. Ensuite, on a travaillé un peu sur la nouvelle griffe, du coup, parce qu'ils voulaient l'intégrer sur les nouveaux polos. On a aussi joué sur des détails techniques qu'eux nous avaient demandé, qui les gênaient quand ils étaient en service. Le couvre-chef, qui était jusqu'à présent une casquette avec une visière, s'est transformé en calot pour qu'il n'y ait plus de barrière entre le policier et le citoyen. Et pour imaginer cette tenue, les étudiants de cette école ne sont pas restés à leur bureau. Rien de mieux que l'idée qu'ont eu ces étudiants de se déplacer, d'aller à la rencontre de patrouilles pour poser la question aux policiers, qu'est-ce que vous attendez d'une nouvelle tenue ? C'est juste une grande fierté, quoi. On marque l'histoire en fait, on marque l'histoire de Supmod, mais aussi de la police nationale. N'oublions pas quand même que l'on passe derrière Balenciaga, donc c'est énorme pour nos étudiants. Une conception et une fabrication 100% française. La production est en cours dans une usine du Lot. Livraison prévue au premier semestre 2022. Voilà, les célébrations d'un anniversaire maintenant dans le grand JT des territoires, celui de l'euro, qui fête ses 20 ans en circulation. Le 1er janvier 2002, vous vous en souvenez peut-être, la monnaie unique devenait commune pour 12 pays européens, dont la France. À l'époque, il fallait sortir les calculettes pour faire les conversions en francs. 20 ans plus tard, où en est-on ? Rencontre avec des passionnés à Amiens, avec Jérôme Boubron de la rédaction de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Depuis 2002, ces petites pièces de métal se sont invitées dans nos porte-monnaies. Il y a 20 ans, l'euro, monnaie unique européenne, poussait celui qu'on appelait le nouveau franc vers la sortie. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'était pas pareil en fait. Il y avait les pièces des 10 francs, il y avait les pièces de 1 franc. J'ai gardé quelques pièces en monnaie pour avoir des souvenirs. Bon, j'ai quelques nouveautés. Le franc, un lointain souvenir, pas pour tout le monde. J'ai pensé à toi. Pascal est collectionneur et plus précisément de francs des 4e et 5e République. Il connaît chaque symbole frappé sur les devises, chaque visage imprimé sur les billets et l'histoire qu'il raconte. Si vous prenez une pièce qui a le coq dessus, pourquoi ils ont mis un coq? Parce que le coq représente la vigilance du peuple français. C'est tous ces petits détails-là, c'est l'histoire de la pièce qui m'intéresse. Olivier est lui aussi numismate. Il joue l'intermédiaire entre les collectionneurs, déniche les pièces rares, les estime, les vend. Si certaines pièces frappées à seulement quelques exemplaires peuvent coûter cher, d'autres ont avant tout une valeur symbolique. Comme ce franc morlon, estampillé de la Croix de Lorraine, témoin de la Seconde Guerre mondiale. Une pièce de la Résistance. Elle est historique en fin de compte. À l'époque, les résistants avaient ça dans leur poche. Et c'était un petit message entre eux qui s'envoyaient. Elle a fait le tour. 80 ans après, je l'ai dans ma main. Frappé pour la première fois en 1360, le franc a traversé 700 ans d'histoire. Le temps de se faire une place auprès des collectionneurs. Du haut de ses 20 ans, l'euro fait moins rêver les numismates. Il lui reste encore quelques années pour les faire changer d'avis. On ouvre à présent une page sport dans ce journal. La Coupe de France de football a réservé de belles surprises pour les clubs amateurs. Versailles, notamment dans les Yvelines, s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale après une victoire historique contre Toulouse. Le club de la Cité Royale attendait donc avec impatience de connaître son nouvel adversaire après son exploit. Et le tirage au sort lui a été plutôt favorable puisque les Versaillais affronteront mercredi prochain les autres amateurs encore en lice, Bergerac. Une belle occasion de poursuivre l'aventure. Les coulisses du tirage au sort avec la rédaction de TV78 dans les Yvelines. Ils rêvaient tous d'un autre tirage, mais finalement le sort en a décidé autrement. Le Football Club de Versailles rencontrera à l'extérieur en quart de finale de la Coupe de France l'autre petit pousset de la compétition, Bergerac. 2 clubs de National 2, chacun leader de sa poule en championnat et chacun déterminé à accéder au dernier carré. Au-delà de jouer Bergerac, on est surtout triste de ne pas recevoir pour notre public. Ça reste un match de coupe quand même, mais c'est surtout une place qui joue pour la demi-finale. Et on va tout donner, de toute façon on se dit que tout est possible pour aller en demi-finale. Réunis lundi soir pour assister à l'annonce des prochaines affiches, les joueurs devront donc attendre encore un peu pour espérer affronter l'un des clubs de Ligue 1 encore en compétition, Marseille, Nantes ou encore Monaco. En attendant, le déplacement à Bergerac, vainqueur de Metz et Saint-Etienne au tour précédent, est loin d'être gagné d'avance. Ça nous laisse une chance de passer en demi-finale, même si c'est une équipe très sérieuse contre laquelle on va jouer chez eux. Sur leur terrain, ça va être un peu compliqué, mais on va se donner les moyens de passer. La rencontre se jouera le 9 février à 18h30, mais quel que soit le résultat, il y aura bien un club de National 2 en demi-finale de Coupe de France cette année. Voilà, et puis on reste dans le football, direction le stade Louis II de Monaco où se déroulait la 2e édition de la Fight Heads Cup. Un match de football caritatif opposant l'équipe du prince Albert à celle de la princesse Stéphanie. Une rencontre avec de nombreuses stars, comme le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ou encore le pilote de F1 Charles Leclerc. Un match aussi dans la bonne humeur, vous allez voir, au profit de l'association de la lutte contre le HIV, Fight Heads Monaco. Frédéric Hélion et Sylvain Péroumal étaient sur place pour la rédaction de Monaco Info. Regardez. Les héros de l'épopée de Ligue des Champions en 2004, Ludovic Giuli, Jérôme Roten, Toto Schillaci ou encore Flavio Roma. Des anciennes stars du ballon rond comme Youri Djorkaeff, Clarence Seedorf ou Didier Deschamps, tous étaient réunis lundi soir au Stade Louis II pour la 2e édition de la Fight Heads Cup. Un match caritatif au profit de l'association Fight Heads Monaco, opposant les Barbajuans en rouge, l'équipe du Prince Albert II, au Cirque FC, maillot bleu, la formation de la princesse Stéphanie. Après demi-temps de 35 minutes et grâce à un doublé de l'ancien attaquant italien du Bayern Munich, Luca Toni, le Cirque FC s'impose 2-1 et soulève le trophée. Là, c'était un petit peu le conflit sympa avec Louis, donc qui est le capitaine de l'autre équipe. Ça fait un mois que lui il me dit que son équipe était au top, elle était prête. Moi de mon côté, je disais la même chose.
Donc on s'est un petit peu gentiment chambré. Encore une belle réussite, du monde, des beaux noms, mais aussi un score qui est toujours pas en notre faveur. On va espérer faire mieux l'année prochaine. C'était top, j'ai pris du plaisir comme d'habitude. Après le talent est toujours pas là. Hein. À chaque fois je viens sur un terrain, je m'améliore pas, donc ça c'est dommage. Mais bon, d'un autre côté c'était pour la bonne cause, donc vraiment content d'avoir fait partie de ce match. C'est presque un devoir pour nous de faire des choses bien, et comme ce soir pour Fight Tales avec la princesse Stéphanie. Donc quand on peut donner de son temps et de notre carrière pour des bonnes causes, je pense qu'on aime tous le faire. Et la 3e édition ne sera pas la semaine prochaine, mais l'an prochain, avec encore une fois 2 grands noms du football réunis à Monaco pour la bonne cause. Voilà, sport toujours dans ce journal avec cette initiative originale du club de handball professionnel de Toulouse. Les Phoenix, comme on les appelle là-bas, ont passé une journée dans la peau de salariés de leur partenaire Lidl. Un vie-ma-vie dans la bonne humeur auquel a pu assister Clément Gassi. Écoutez ses réactions au micro de nos confrères de la Dépêche du Midi. C'est la première fois que je suis en train de vraiment faire, de conduire et tout ça, donc c'est génial de voir aussi comment ça se passe ici et comment ils font, c'est très bien. Et puis ça permet aussi aux joueurs de sortir un petit peu de la bulle dans laquelle on vit nous toute l'année au Palais des Sports. Et quand on vient ici voir des travaux peut-être un petit peu plus pénibles où il faut porter les choses, je pense que ça leur fait du bien aussi de se reconnecter à la vraie vie de tous les jours. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.